Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré à l'actualité politique du Togo. Élu dès le premier tour, le 22 février 2020, Faure Gnassingbé a prêté serment pour un nouveau quinquennat ce dimanche. Faure Gnassingbé va-t-il tenir ses nouvelles promesses de campagne? La pandémie du coronavirus peut ou va-t-elle ralentir le rythme de la croissance économique? Quid du programme national de développement est-il toujours d'actualité? C'est la question que nous allons aborder avec deux personnes ressources qui nous font l'honneur d'être au plateau ce dimanche. D'abord, le professeur Essor Hamnam Bachana. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes historien, enseignant-chercheur, directeur de la recherche et de l'innovation à l'université de Lomé. C'est exact. Avec vous, un habitué de ce plateau, Dr Foligara Ekwe. Docteur, bonjour. Bonjour. Historien, juriste, politiste, on ne sait plus, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, vous également. Historien et politiste. Tout à fait. Même si le CV est plus long. Merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'être au plateau encore aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, le président Faure Gnassingbé du Togo a prêté serment aujourd'hui pour un nouveau quinquennat. Les élections ont eu lieu le 22 février, c'est-à-dire il y a très longtemps. Et pourquoi une investiture si tardive? Est-ce que ce délai est constitutionnellement correct? Docteur Ekwe. Bien, il y a effectivement un débat sur la question des délais. Bien, vous savez, nous avons deux sources fondamentales qui nous permettent de répondre à cette question. Il y a le code électoral d'un côté et il y a la constitution de l'autre. Avec les nouvelles réformes qui ont été faites en 2019 sous l'impulsion de la CEDEAO, les deux tours ont été intégrés, acceptés, validés, intégrés. Alors, le temps des élections s'est un peu allongé. Normalement, le corps électoral doit être appelé ou convoqué entre le 19 et le 19 février et le 4 mars. Parce que l'article, notamment l'article 61, précise que c'est au moins 60 jours et au plus 75 jours. Ça correspond aux dates du 19 février au 4 mars. Le gouvernement a choisi le 22 février, ce qui est correct. Mais il faut noter que après le premier tour, il y a un second tour qui est prévu. Alors quand vous faites des calculs, avec notamment les délais qui sont prescrits d'une façon un peu implicite aussi par le code électoral, concernant notamment la proclamation des résultats provisoires, la gestion du contentieux électoral et la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, vous vous retrouvez deux fois ce délai, c'est-à-dire pour le premier tour. Ensuite, les 15 jours qui doivent passer pour le second tour, il y a un autre délai semblable. Alors vous vous rendez compte que les 2 mois qui nous séparent de la fin du mandat que le président Faure Gnassingbé avait acquis à travers son élection en 2015, ces 2 mois ne sont pas si longs. Les termes sont plus ou moins respectés. Notons aussi, en passant, que l'actuel mandat finit, nous sommes au seuil, en fait, de l'actuel mandat. Le 5 mai, le mandat est terminé. Or, il est prévu que la prestation de serment advienne avant, c'est-à-dire avant la fin, tout juste au seuil, la fin du mandat en cours. Et heureusement d'ailleurs, et ça c'est une parenthèse que je fais, au-delà des délais prescrits par la Constitution, nous avons été chanceux. Parce que si on n'avait pas organisé les élections en février, vous savez que déjà à partir du 10 mars, la crise sanitaire du Covid-19 frappait le monde et interdisait tout événement collectif. On se serait retrouvé dans une situation où la présidence actuelle devrait continuer en attendant un jour, comme dans des pays comme le Sénégal et autres, où on essaie de voir exactement quand est-ce qu'on peut organiser les élections. Voilà donc une situation prévue par la Constitution de tout de même. C'est vrai. Il est stipulé que le président élu reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que ces articles sont très politiques. C'est vrai que c'est prévu que le président courant reste
en fonction. Mais dans plusieurs pays, comme vous avez vu en RDC, cela crée des frustrations politiques et des tensions qui peuvent générer des situations incontrôlées. Heureusement, nous sommes dans les délais. C'est vrai que l'article 63 ou 61, 63 disent que le président va rentrer en fonction dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats. Mais il faut combiner cet article avec l'article 60 et 63 pour comprendre que le gouvernement est dans les délais. Professeur Bachana, ça a été long. Hein. On a failli même oublier les élections du 22 février. Ce n'est qu'aujourd'hui que le président prête serment. Non, moi, je ne le vois pas ainsi. D'autant plus que sur cette question précisément, la Cour constitutionnelle, dans un avis qu'elle a donné le 11 mars dernier, est revenue sur les dispositions relatives à la Constitution. Elle a évoqué les articles 61, 63 et 51, mais également le code électoral. En précisant dans cet avis que, effectivement, il y a matière à discuter relativement à la prestation de serment. D'autant plus que la modification constitutionnelle qui est intervenue en mai 2019, grâce à la bonne volonté des acteurs politiques togolais, bien évidemment accompagnés par la communauté internationale, mais je veux qu'on relève... Et dénoncé par une partie de l'opposition. Mais je veux qu'on relève quand même la bonne volonté des acteurs togolais, d'autant plus que définitivement, en tout cas pour un moment, la question de mandat à 2 tours est réglée, mais également la question de la limitation de mandat à 5 ans renouvelable une fois. Bien évidemment, le débat réside dans la rétroactivité ou non, et il me semble qu'aujourd'hui, les acteurs politiques sont d'accord pour dire sur un certain nombre de principes, avançons. Pour revenir à la question de la durée, je disais qu'on n'a pas failli oublier, d'autant plus que dans cet avis donné par la Cour constitutionnelle précisait que le mandat en cours finissait le 3 mai à 0 heure et que le mandat du nouveau président élu ne pourrait commencer que le 4 mai à 0 heure. Et laissait la possibilité au président de la République de choisir la date de la prestation de serment. En soulignant aussi que, en la matière, il n'y a pas de raison pour écourter le mandat en cours, même si c'est lui qui se succède à lui-même. Écourter le mandat en cours supposerait qu'on écourterait également celui du mandat qui va venir, d'autant plus que, relativement à la passation, ou plutôt à la prise des fonctions, dépend les élections qui viendront dans 5 ans. Et donc, je me pense que sur cette question, il n'y a pas à polémiquer. La Cour constitutionnelle a donné un avis respecté par les pouvoirs politiques. On s'arrête là et on prend acte de la prestation de serment de ce jour pour commencer un nouveau mandat. Mais pour vous, pas de polémique. Alors, docteur Ekwe, je voudrais comprendre l'importance des cérémonies d'investiture. Est-ce que c'est juste protocolaire, une fête, ou une prestation de serment a d'autres significations importantes que le commun des mortels ne peut pas percevoir? Oui, nous sommes dans un domaine de très grande solennité. D'abord, on devrait faire un distinguo entre la prestation de serment et l'investiture. C'est 2 réalités différentes qui, dans certains pays, peuvent se confondre. Dans le cas d'espèce du Togo, la Constitution, qui est le document par excellence, notre ordonnancement juridique, au summum de tous les tests juridiques, la Constitution prévoit que le chef d'État, ou bien le président, le candidat qui est élu, prête serment, n'est-ce pas, avant de prendre fonction. Et le terme de prêter serment, c'est-à-dire le serment, la prestation de serment, est un terme qui correspond à une catégorie rituelle républicaine. Et l'article 63, notamment, explicite, 64, explicite aussi la formule même de cette prestation, de ce serment
qui est presté. Maintenant, l'investiture, c'est quoi? Vous êtes dans une situation où vous êtes élu, vous êtes appelé à prêter serment, à réciter cette prière ou cette formule rituelique. Une fois que vous avez récité cette prière ou cette formule, l'autorité qui reçoit et qui consacre notamment votre victoire et les nouveaux pouvoirs qui vous sont conférés, l'autorité va vous investir. C'est-à-dire, c'est un renvoi des charges, des hautes charges républicaines auxquelles vous serez confrontés dans les jours et les 5 années à venir. Alors, nous voyons donc une cérémonie où on peut dire qu'il y a 2 phases. La phase où le président élu prête serment et en retour, l'autorité constituée et constitutionnelle qui est là, qui a reçu le pouvoir, elle investit maintenant le chef d'État qui vient de prêter serment. Autre petit détail, alors que la prestation de serment est une catégorie rituelique constituée, l'investiture au Togo ne correspond à aucun rite formel. Donc l'investiture aura sa légitimité à travers la praxis nationale, la praxis internationale. Et nous avons plein de cas, plein de pays en Afrique, dans la sous-région, au monde, en Europe, où on a assisté à cette cérémonie d'investiture qui revêt d'un caractère symbolique et politique. Si vous permettez, je dirais aussi que, à travers l'investiture, on joue la reconnaissance internationale du nouveau président. Parce que nous avons quand même des chefs d'État, des représentants de puissances étrangères, c'est-à-dire la chancellerie qui est là, qui est représentée, qui viennent et qui assistent à cette cérémonie, je répète, d'une solennité extraordinaire. Le chef de l'État ne parle, ne dit rien d'autre. C'est une cérémonie à 3 mots. Vous venez, vous prêtez serment et le président de la Cour constitutionnelle va prononcer son discours qui vous investit. Et les puissances qui sont là, à travers leur présence, disent au monde qu'ils reconnaissent, n'est-ce pas, les nouvelles charges, le nouveau statut de ce chef d'État qui vient d'être élu et qui prend fonction. Je me résume en disant que nous avons la prestation de serment qui est une catégorie constituée, rituelique constituée, et l'investiture qui constitue une partie de la cérémonie symbolique et politique. Au plan interne, c'est une forme de communication politique pour dire aux populations, non seulement aux populations, mais aux forces politiques, à tous les corporatismes et à toutes les forces motrices du pays, qu'un nouveau chef est investi. Si vous me permettez, je renvoie à la tradition africaine. Justement, j'avais une question à vous poser là-dessus, parce que l'investiture ou la prestation de serment des chefs d'État en Afrique, il me semble que cette cérémonie se résume un peu à de la communication politique, comme vous dites, ou à des actes purement juridiques, alors que les simples intronisations de chefs de village, de chefs de canton, semblent plus compliquées, plus occultes. Oui, il y a la dimension occulte dans la tradition qui est liée aux entités sur lesquelles le nouveau chef se pose. Donc au niveau national, est-ce qu'il n'y a plus d'entités Non, il y a toujours, il n'existe pas de pouvoir sans spiritualité. Et cela ne vous échappera pas que durant la prestation de serment, le chef d'État prête serment ou sur la Bible ou sur un test qui est reconnu, qui a une certaine légitimité nationale, comme un test d'une haute valeur morale, ou dans d'autres pays sur le Coran, ou carrément sur ce qu'on appelle les symboles des membres des ancêtres. Vous savez qu'au Bénin, par exemple, dans la formule rituelique, le chef d'État doit dire qu'il prête serment sur Dieu, la Bible, et sur les membres des ancêtres. Il est arrivé entre-temps que Kérékou, qui a oublié cette partie, a dû être rappelé, et il a presté de nouveau ce serment, n'est-ce pas, pour dire que
Ce sont des choses qui renvoient à toutes ces entités. Dans les villages, c'est des boucs, c'est des bœufs, et il y a les prêtres, toute la prêtrise, qui, à travers des formules ritueliques, qui vont introniser le nouveau chef de village de canton. C'est la même situation, nous sommes dans la même situation, sauf que ici, il y a des symboles qui sont de haute valeur morale, qui sont pris en compte et qui nous permettent d'asseoir le caractère très solennel de cette cérémonie, de ce genre de cérémonie. Oui, professeur Batchana, la cérémonie intervient dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire économie de ce rassemblement dû au contexte particulier? Et avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur la question précédente pour relever avec force que la cérémonie, le serment en lui-même, est d'origine antique. Et dans la cité grecque, on prête serment pour donner une sorte de garantie et d'affirmation solennelle du respect et de la respectabilité des fonctions qu'on est en train de prendre. Et d'ailleurs, dans la cité grecque, il n'appartenait pas tout simplement à ceux qui sont élus de prêter serment. Même un jeune, lorsqu'il quitte le stade d'adolescence pour rentrer dans une sorte de stade de sagesse ou d'adulte, prête serment et s'engage de défendre la cité en cas d'attaque. C'est cette pratique. Je ne suis pas totalement d'accord avec l'exemple convoqué. J'aurais préféré... Je n'ai pas encore terminé. Oui. C'est cette pratique qui a été politisée et qui a été encadrée par un texte. Et lorsque nous revenons dans les sociétés africaines, oui, vous l'aviez dit, les sociétés africaines n'ont pas les mêmes pratiques non plus. Et lorsque on se situe dans un contexte togolais, bien évidemment, il y avait des zones où la notion de la chefferie était une tradition. Et lorsque vous prenez la cité Notien, à travers Tongu et Tado, le chef, pour qu'il prête serment ou qu'il puisse être investi, doit passer par une sorte de rituel en termes d'initiation. Et c'est lorsque il est initié et à la fin de l'initiation qu'on le présente de façon solennelle et officielle pour que son peuple le reconnaisse en termes de chef. En ce moment-là, on parle, sur le plan moderne, d'investiture. Alors que entre son élection ou son choix à travers le code qui a été défini et la prestation de serment ou l'investiture, il se passe un temps d'initiation. Et je disais que la pratique n'est pas la même partout. Dans la cité Tchokosi, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de Mango, puisque c'était une zone essentiellement musulmane, c'est véritablement sur le Coran que le nouveau Fémé prête serment. Donc voilà la pratique chez nous. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que, en lien avec la crise sanitaire aujourd'hui, on n'aurait pas dû différer cette prestation de serment? Oui, c'est un choix, mais on risquait de tomber dans ce qu'on peut appeler un vide juridique. C'est vrai qu'il y a l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété, mais il me semble que c'est extrêmement important dans un contexte national que la prestation de serment ait lieu en respectant bien sûr les mesures barrières. Et vous l'avez vu dans certains pays, et il l'évoquait, pour éviter de tomber dans ce vide juridique, on a fait le choix d'organiser même des élections en pleine pandémie, en prenant des mesures. Vous avez vu les élections législatives qui ont été organisées au Mali, le premier tour et le deuxième tour dans un contexte particulier. Même vous avez vu le référendum législatif en Guinée. Les référendums en Guinée. Vous avez vu également la campagne qui commence au Bénin. Au Bénin, même lorsque on dit que dans cette période de pandémie, il n'est pas autorisé d'organiser des meetings populaires et d'initier plutôt une campagne à travers les réseaux sociaux et la technologie, il me semble qu'au Togo, on a bien fait de respecter les termes de la Constitution et de prêter serment, bien évidemment, en faisant de sorte que ces mesures barrières et distanciation sociale soient respectées. On aura à visionner la cérémonie, mais les images qui nous sont parvenues
montre quand même que des dispositions ont été prises, la distanciation sociale notamment, et le nombre d'invités très très limité. Docteur Oko, je voudrais qu'on revienne un peu quand même sur la période électorale qui a porté le président Faure au pouvoir pour 5 ans encore. Les élections ont eu lieu le 22 février. Est-ce que sa réélection, à votre avis, est-ce qu'elle est nette? Est-ce qu'elle est sans tâche? Est-ce qu'elle est sans bavure? Est-ce que c'est une victoire sans histoire, à votre avis? Bien, c'est une question éminemment politique. Dès lors que nous intervenons avec un statut de technicien, je crois qu'il y a une réponse qui est simple, qui est juridiquement, politiquement correcte, et qui nous renvoie à une maxime, n'est-ce pas, que lorsque la chèvre est présente, il est indécent de bêler à sa place. Nous avons un système juridique qui prévoit des institutions dont le rôle très solennel, à l'image de la cérémonie de prestation de serment qui vient de terminer, dont le rôle est d'analyser, d'étudier et de proclamer des résultats, suivant des critères très éthiques. Le système prévoit également que lorsqu'il y a des contentieux, les candidats ne sont pas d'accord, qu'ils fassent recours, et ces recours sont analysés. Nous sommes donc dans une situation où les élections, l'une des rares élections qui se sont produites, ont été organisées, déroulées sans violence, avec la participation d'un nombre important d'observateurs, notamment sous-régionaux, africains, européens. Et vous avez vu très bien que la technologie aussi a été mise à profit. On votait le 22, déjà le 23 février, les résultats provisoires étaient prêts au niveau de la CENI. Et la Cour constitutionnelle a fait son travail. Le candidat, notamment, qui a fini en course avec 19% des suffrages exprimés, a notamment introduit un recours. Et tout ceci a été fait avec la technicité et la solennité que nous reconnaissons à ces organes-là. Alors, je ne peux pas, n'ayant pas d'autres instruments d'analyse, de mesure, outrepasser le travail très solennel que ces institutions ont effectué. Je pense que le président Faure Essos Mnana Singbe a été élu, bien élu, proclamé par la Cour constitutionnelle, et aujourd'hui, il a prêté serment. Voilà, lorsque vous parlez peut-être d'élections sans tâche, je vous répondrai en général que malheureusement en Afrique, il n'y a pas d'élection sans tâche. Et c'est pas le Togo, il n'y a pas d'élection sans tâche dans ce sens que les tâches sont subjectives aussi des fois. Et il y a des problèmes dans les processus électoraux en Afrique, un peu partout au Togo, il y en a. Il y a des secteurs qui doivent être révisés. Il y a des domaines, notamment depuis la collecte des informations, l'inscription sur les listes électorales, la révision des listes électorales, le nombre de délégués qu'il faut mettre sur le terrain, les conditions de proclamation des résultats, et tous ces facteurs-là que vous connaissez qui peuvent faire objet, n'est-ce pas, d'un renforcement ou d'une requalification. C'est vrai. Mais donc, s'il y a une tâche, c'est peut-être la contestation du candidat Agbeo Mekodjo. Vous voyez très bien on va revenir sur cette contestation. Mais vous êtes très légaliste. Oui. Ça veut dire que vous ne souscrivez pas pour les arguments de ceux qui ont à redire sur les institutions qui organisent et qui proclament les résultats. Alors, dès lors que certains pensent que ces institutions sont sujettes à caution, est-ce qu'on peut considérer que les résultats qui ont été proclamés, on peut en douter? Professeur Bachana. Soulignons tout simplement que nulle part les élections s'organisent de façon très correcte. Même dans les pays les plus développés. Et vous en souvenez de fraîche mémoire que même les primaires qui sont organisées aux États-Unis dans le cas démocrate, et le premier tour de ces primaires a fait l'objet de suspicions de la part d'un certain nombre de candidats. Très vite, bien évidemment, relevé. Ce qu'il faut souligner aussi, ce n'est pas forcément la qualité du processus, mais le fait que les acteurs soient en mesure d'accepter le compromis et d'avancer.
de sorte que les acteurs aussi soient en mesure de relever les insuffisances et de les corriger. Pour une fois au moins, dans l'histoire politique du Togo, on a vu des élections qui sont organisées sans violence. Que les acteurs, avant, pendant et même après l'élection, soient d'accord pour dire qu'il y a un minimum. Maintenant, est-ce que c'est fondé la contestation qui est faite? Ici, on va dire, en restant légaliste, que la CENI a proclamé les résultats provisoires, la commission électorale, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs. À partir de ce moment-là, l'avis de la Cour n'était pas susceptible de recours, on peut dire que la question de l'élection de 2020 est tranchée. Comment comprendre alors la contestation qui est aujourd'hui en cours, et notamment celle du candidat Agboémé Kodjo? On va évacuer très rapidement cette question. Mais pour moi, j'analyse la posture d'Agboémé Kodjo et de sa dynamique sous un double angle. L'angle politique et l'angle de la reconnaissance, ou plutôt de la méconnaissance du terrain. Par rapport à l'angle politique, il faut relever que depuis le renouveau démocratique au Togo, et notamment à partir de 1991, et les premières élections présidentielles qui ont été organisées en 1993, il n'y a jamais eu d'élection sans contestation. Et vous en souvenez, vous êtes d'accord avec moi, lorsque vous êtes analyste politique, vous vous rendrez compte que, quelle que soit l'issue du scrutin, à partir du moment où c'est les gouvernants qui gagnent, en Afrique, c'est difficile aux perdants de reconnaître la victoire de celui qui a gagné. Pour une raison simple. La reconnaissance de la victoire du candidat peut donner l'impression, et c'est malheureusement l'analyse que nous faisons relativement au Togo, que vous êtes finalement affilié au pouvoir, la preuve, vous avez accepté haut les mains son élection. Et donc, relativement à cela, il me semble que le candidat Agboémé Kodjo, sauf erreur de ma part, ou naïveté politique, encore que je ne suis pas politiquement naïf, que l'enjeu qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'élection du 22 février 2020 qui relève déjà du passé, mais il me semble que Agboémé Kodjo veut prendre date pour le futur, notamment pour les élections à venir. D'autant plus que, et il faut le reconnaître, jusqu'à ces élections du 22 février 2020, sur l'échiquier politique national, le candidat Agboémé Kodjo comptait très peu. Le deuxième angle sous lequel je vais analyser la contestation du candidat Agboémé, c'est un peu ce que j'appelle la méconnaissance du terrain politique et la méconnaissance du terrain pratique. Sur le plan de la pratique, il faut dire, et avec force, que le Togo ne se limite pas à sa capitale. Gagner une élection dans une partie de la capitale ne peut pas être extensible à l'intérieur. Et pour ceux qui ont suivi la campagne telle qu'elle a été menée, et il faut le dire avec force, que les candidats, certains candidats étaient plus ou moins absents dans certaines contrées du territoire, et il n'est pas, en tout cas, surprenant que les élections, ou plutôt les résultats que nous avons vus, puissent être proclamés. Mais ceci étant dit, par rapport à la contestation, moi je la situe sous l'angle politique, et ces questions politiques vont être rapidement évacuées pour que désormais le candidat qui a été investi parce qu'il a prêté serment puisse commencer un nouveau mandat dans une sorte de légalité et de légitimité. Oui, mais si les choses ont été si claires, pourquoi le pouvoir n'a pas accédé à la requête de certains partis, et notamment du contestataire Agboémé Kodjo, de procéder à un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, ce qui même avait été suggéré par la diplomatie américaine? Oui, vous entendez la proclamation des résultats dans les bureaux de vote ou bien recomptage des voix? Proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, ça a été demandé. Le recomptage des voix a été une requête aussi demandée par certains leaders politiques, certains candidats, notamment, je me souviens bien du professeur Aimé Gogué. Bon, alors, vous savez que concernant la proclamation des résultats dans les bureaux de vote, vous savez très bien que c'est une praxis qui n'est pas togolaise. Et elle irait même
à l'encontre de certaines dispositions légales, notamment du code électoral. Pas à l'encontre, parce que le code ne l'interdit pas, qu'on proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote. Si le code ne l'interdit pas, le code a prescrit de façon très explicite un modus operandi. Alors, on ne peut pas dire, dans une situation où nous voyons très bien ce que le code prescrit, on dit que les acteurs peuvent faire autre chose. Je crois que le président de la CENI ne commettrait jamais cette erreur politique grave, que je qualifierais de gravissime, que de laisser tomber la méthode prescrite par le code électoral et de demander à ce que les différents démembrements de la CENI commencent par proclamer des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et il y a un autre aspect que j'aimerais mettre en relief ici, c'est que si au moins cette question de proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote était une question interne, purement interne, on aurait pu dire, bien, s'il y a un consensus politique, on peut se mettre d'accord. Du moment où le code électoral ne l'interdit pas explicitement. Mais il se fait que ça a été une requête exogène. Je veux parler du communiqué de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. À partir de cet instant, il y a une autre lecture qui surgit, et cette requête a une autre coloration. Je vous renvoie toujours au caractère très solennel de ces opérations. Les élections du chef de l'État, proclamation des résultats, ce sont des opérations très politiques et qui peuvent conduire à un basculement du pays. Alors, si une puissance étrangère, les États-Unis, bien qu'ils aient la possibilité de lire le code électoral, vont jusqu'à demander à ce qu'on opte pour un autre modus operandi, tout de suite, les autorités qui sont compétentes au Togo ont le droit de dire non. Même si c'est une méthode qui est techniquement faisable, parce que c'est demandé par une voie un peu extraordinaire, par une puissance étrangère, il faut faire beaucoup attention. Donc cette question est close. Maintenant, vous parlez du recomptage des voix. Comment peut-on soutenir une telle requête dans une situation où le candidat qui conteste les résultats, d'abord, il a fait une contestation de jure, c'est-à-dire juridique, à travers les voies juridiques qui sont prévues, contentieux électoral ordinaire. On découvre que les éléments de preuve que le candidat va soumettre à la Cour constitutionnelle rentrent dans ce qu'on appelait la preuve de 13 chez les Perses, c'est-à-dire que je démontre, je dis que j'ai gagné. Alors, que je démontre que j'ai gagné, je ne peux pas, pour soutenir que j'ai gagné, démontrer qu'il y a eu des fraudes. Vous savez, au plan purement logique, il y a un problème qui se pose. Si le candidat qui conteste les résultats avait à sa disposition les procès-verbaux de Saint-Cassé jusqu'à Lomé, signés, contresignés par tous les représentants des autres partis politiques dans les bureaux de vote. Justement, c'est là le hic. Ils estiment ça, que dans les bureaux point de vote, surtout du Nord, oui, comme vous le soulignez, oui, leurs représentants ont été chassés dans les bureaux de vote. C'est ce qui a été abondamment dit. Alors, vous voyez qu'il y a déjà une entrave à la requête contestataire du candidat. Parce qu'à partir ici, nous ne sommes pas à l'église, nous ne sommes pas dans le domaine de la foi, nous sommes dans le domaine du politiquement concret. C'est-à-dire, à partir de l'instant où je n'ai pas, ou je ne dispose pas des procès-verbaux dont la somme, ou bien le calcul, ou la computation me permet de dire que j'ai gagné, je ne peux pas infléchir la position de la Cour constitutionnelle. Maintenant, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. Je ne suis pas dans la cuisine de la Cour constitutionnelle. Mais nous savons que le verdict est donné. Une fois que le verdict est donné, il n'est plus susceptible de recours. Alors moi, je me dis une chose qui est très naïve. Si le candidat Agbeome Kodjo avait les preuves suffisantes de sa victoire, je parle des preuves positives, pas des preuves négatives, des preuves positives de sa victoire. Pourquoi ne les a-t-il pas transmises, tout simplement, lorsqu'il faisait son recours à la Cour constitutionnelle? En tout cas, preuve ou pas, la dynamique Kodjo continue de contester les résultats, même après la prestation de serment, cette dynamique compte clamer la victoire entre guillemets de son candidat. Alors certains pensent qu'il faut les soumettre à la rigueur de la loi. Est-ce que vous êtes du même avis, professeur Bachala?
Je pense que la critique est constructive. Elle est constructive dans un état de droit. Et un régime qui se réclame démocratique a fortement besoin d'une opposition forte. Si la contestation se situe à ce niveau-là, je pense qu'elle est réglementaire et on peut l'applaudir. Puisque, il faut en convenir, la critique permet d'améliorer, en l'espèce, la gouvernance. Et c'est bien que, vous le voyez, ici comme ailleurs, par rapport à la pratique politique, il y a des objections qui sont faites de la part des contestataires, c'est-à-dire de l'opposition. Et ça permet aux gouvernants de corriger, de s'améliorer, bien évidemment dans une perspective politique et en lien avec la réalité pratique. Si le candidat Agboime Kodjo et sa dynamique se situe dans ce contexte-là, je pense qu'on pourra les applaudir. Maintenant, si c'est il se situe dans un cadre contestataire pour refuser de reconnaître les institutions en place, c'est là où la question juridique risque de se poser. Mais en tout état de cause, dans un contexte comme celui-ci, où le juridisme se mêle avec le politique, il me semble que dans un contexte aussi de séparation de pouvoir, on laissera la justice faire son travail. Elle appréciera... Est-ce que cette justice, est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce qu'on peut lui confier cette tâche? Mais vous ne pouvez pas... Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous pensez que la justice n'est pas indépendante. Parce que ça En tout cas, c'est elle que nous avons aujourd'hui. Si vous voulez avoir une autre justice, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est la justice que nous avons, ce sont les institutions que nous avons. Travaillons à crédibiliser ces institutions, mais travaillons effectivement à ce que ces institutions améliorent ou s'améliorent dans la pratique. Parce que lorsque vous êtes au travers de vos portables et de vos smartphones pour critiquer, il me semble que celui que vous critiquez peut ne pas avoir une oreille ouverte par rapport à ce que vous dites. Aujourd'hui, nous avons une justice qui est en train de s'améliorer. On peut tout dire. Ici comme ailleurs, la justice, même parfois, lorsqu'elle rend son verdict, parfois, il peut y avoir des contestations. C'est tout comme vous êtes dans un match de football où l'arbitre voit un penalty, il siffle une faute, et puis la faute est accordée. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé d'accepter que la faute a été commise, le penalty a été tiré, le penalty, ou plutôt cette faute peut entraîner la victoire de l'équipe adverse, mais vous acceptez de jouer le jeu et de prendre date de sorte que l'arbitre puisse continuer par s'améliorer. Mais si vous êtes dans le déniement ou dans le dénigrement, il me semble que c'est extrêmement dangereux, surtout pour nos pays qui sont plus ou moins fragiles et dans un contexte sécuritaire extrêmement compliqué. Il me semble qu'il faut beaucoup plus de responsabilité dans les actes que nous allons poser chaque matin. Docteur Aouké, est-ce que vous comprenez la dynamique Podjoro et son orientation politique? Bien, d'abord, je dois dire qu'au plan purement sociologique, la dynamique Podjoro me paraît une nébuleuse. Parce qu'on n'a pas peut-être eu le temps de l'étudier et de comprendre de quoi est-ce qu'elle est formée, quelle est l'idéologie quelle est la pensée porteuse de cette dynamique et dans quel sens la dynamique va. Est-ce que la dynamique est républicaine? Parce que républicaine, j'entends par là la capacité de se soumettre aux institutions et à la logique institutionnelle globale. À partir de l'instant où une institution que monsieur le Premier ministre Agboime Kodjo connaît très bien, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, proclame des résultats qui sont insusceptibles de recours et il pose, ensemble avec la dynamique Podjoro, il pose des actes comme la création de sites internet, l'utilisation de certains emblèmes de l'État. Alors vous voyez que dans le pays, il y a ce qu'on appelle la rupture du monopole de légitimité. Dans on ne va pas rappeler la théorie de l'État, la théorie moderne dans un État, il faut qu'il y ait un monopole unique de la violence légitime, symbolique. À partir de l'instant où il y a deux institutions, ou trois, ou plus d'une institution qui se réclame, ou bien qui réclame la potestat
de la souveraineté populaire ou nationale, il y a un problème qui se pose. L'État rentre en crise. Et je crois que c'est l'erreur que la dynamique Podjo va commettre. Quand le processus est sorti du cadre légal, vous faites une contestation qui est évacuée par des raisons qui ont été explicitées par la Cour constitutionnelle. Vous vous retrouvez dos au mur. Et vous êtes sorti de ce cadre pour agir comme si vous étiez dépositaire de la puissance publique. Vous rentrez sous le coup de la loi. C'est assez simple à comprendre et c'est assez simple à expliquer. Oui. Maintenant, la dynamique Podjo. Justement, est-ce qu'on peut déclencher une dynamique politique sous la soutane d'un archevêque émérite, hein? Bon. Est-ce qu'il peut porter un mouvement politique à ce point, quand on sait que certains, en tout cas la Constitution même garantit la laïcité de l'État? Oui, vous savez, ici, il y a plusieurs ressources juridiques qui peuvent être invoquées. Monseigneur Podjo, il est, comme vous dites, émérite. Il est archevêque émérite. Il n'est pas en fonction. Il jouit d'un certain statut qui est réglementé par le droit canonique actuel. Mais il agit au Togo en tant que citoyen. Le problème se pose au niveau des symboles. À partir de l'instant où Monseigneur Podjo se pointe dans des meetings, sur des médias, pour parler avec son... Vous comprenez que il joue avec deux identités. L'identité de citoyen togolais et l'identité de subalterne ou d'employé ou d'appartenant à un ordre qui n'est pas laïque. Et il y a un problème qui se pose, mais cette question a déjà fait débat et nous en avons plusieurs fois parlé ici. Du point de vue de la composition de la dynamique, je disais tantôt qu'il me semble que cette dynamique soit une nébuleuse. Parce qu'on ne connaît pas exactement qui sont ceux qui composent cette dynamique. On ne sait pas exactement comment la dynamique se finance. On ne sait pas exactement dans quel sens la dynamique va. Quelle est la nature juridique de la dynamique? Non, la dynamique n'a pas de statut juridique. Parce qu'il y a au ministère de l'administration territoriale aucun sujet moral, aucune personne morale qui est enregistrée comme dynamique Podjo. Là-bas, vous avez un parti politique enregistré qui est le MPDD. Vous avez d'autres partis politiques qui sont dans le groupe et ils n'ont pas de charte portant création d'une dynamique devant s'appeler Podjo, déposée normalement au ministère de l'administration territoriale. Du coup, c'est une nébuleuse. Là-bas, s'il y a des violations du code pénal ou des violations du code civil ou des violations du code implicite politique, alors vous allez pondre le responsable du parti politique qui est le candidat aux élections présidentielles, M. Agbeome Kodjo. Le Monseigneur Podjo, il n'a pas un statut qui permette aujourd'hui de le poursuivre exactement comme le candidat lui-même était ou est poursuivi. Parce qu'à la fin, Monseigneur Podjo ne gagne pas grand-chose. Tout ce qu'il fait, le bénéficiaire direct, c'est le candidat élu. Donc, il y a une question qu'on pose naïvement en politique. Ce que vous avez fait, qui en a bénéficié? Qui est bénéficiaire du crime, ou c'est pas du crime, ou de l'acte que vous posez? C'est M. Agbeome Kodjo Messan. Et justement, c'est lui qui fait aujourd'hui l'objet d'une levée de son immunité parlementaire et qui fait objet d'une instruction, n'est-ce pas, judiciaire et d'ordre pénal. Est-ce qu'on n'aurait pas dû gérer cette affaire autrement, cette contestation, cet abcès-là, est-ce qu'on n'aurait pas dû le crever autrement? Peut-être par la négociation, peut-être par des approches plus consensuelles, hein, plutôt que la voie juridique avec l'arrestation spectaculaire, comme on l'a vu la dernière fois, du candidat Agbeome Kodjo. Je pense qu'il faut revenir et insister sur la question de la dynamique et du rôle que Monseigneur Podjo joue dans cette dynamique et relever le caractère extrêmement dangereux des actes qui sont posés. Le Togo, sans être juriste, est un État laïque et donc se dissocie de tout ce qui est orientation
religieuse. Aujourd'hui, Monseigneur Podjro, en réalité, il a dit, et très bien dit, ne parle pas en tant qu'institution ecclésiastique. Mais ce qui rend plus dangereux les actions qu'il pose, c'est qu'il se prévale de cette soutane religieuse pour traiter des questions politiques. Et c'est extrêmement dangereux dans un contexte actuel. Imaginez un seul instant que l'Église protestante soutienne un candidat et crée une dynamique, que les musulmans soutiennent un candidat et créent une dynamique, que les adeptes de l'Église dite traditionnelle en fassent autant. Ça risque de créer une sorte de perturbation qui créerait une crise aussi bien politique que sociale. Aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin. Pour revenir à votre question, est-ce qu'on pourrait régler la question autrement? Je pense que c'est un couteau à double tranchant. Les règlements politiques relèvent du politique, le règlement juridique relève du juridique. Et je l'ai dit tantôt, dans un contexte de séparation de pouvoir, laissons les institutions agir. Ici, dans le contexte où il a été arrêté, il me semble que c'était une procédure judiciaire qui a été enclenchée. Moi, je ne suis pas compétent pour analyser de la justesse ou non des actions juridiques posées. Mais sur le plan politique, oui, il est possible de faire autrement. Et lorsque on analyse le contexte et l'évolution de la situation véritablement, on se rend compte que, effectivement, au-delà des leviers juridiques qui sont mis en avant, il y a quand même des perspectives politiques qu'il ne faut pas occulter. Et la libération, même sous condition d'Agouémé Kodjo, c'est comme ça que moi je l'analyse, participe de cette volonté de règlement, non pas à l'amiable, mais de règlement politique de la question. Mais, il faut le dire, chaque institution restera institution. La justice, si elle pense qu'elle doit aller jusqu'au bout, elle ira jusqu'au bout, pendant que les autres pouvoirs continueront tranquillement à exercer. Merci. D'autres aspects de cette prestation de serment du nouveau président, du nouveau quinquennat qui est entamé, restent à aborder. On va en parler dans la seconde partie que nous allons entamer dans une dizaine de minutes après une édition de journal. Au retour, je signale que vous pourrez participer directement à cette émission en posant vos questions sur nos réseaux sociaux WhatsApp, Facebook et Twitter. À tout de suite donc pour la seconde partie de l'Ivoire de Fababa.